Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Nous sommes le lundi 20 juillet 2015, Vincent Gann pour vous retrouver une semaine importante, comme chaque semaine finalement, sur le plan des politiques monétaires. La Banque d'Angleterre, la Banque d'Australie, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne qui met à jour l'état des lieux de ces différents programmes monétaires. La Grèce, bien sûr, désormais bruit sur le marché, mais avec malgré tout une actualité qui continue d'impacter le marché action, qui reste lui fermement haussier. Repositionnement en faveur du risque depuis une dizaine de séances, bien perçu, bien anticipé, bien accompagné surtout par l'analyse technique des marchés financiers. Bref, le morning meeting de 11 heures, je répondrai à toutes vos questions dans le cadre d'un tour d'horizon complet des marchés financiers. Alors, le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. L'avertissement sur les risques liés au trading, négocié sur marge sur le marché des devises via des produits CFD, comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Alors, tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous. Le calendrier économique de la semaine, et nous sommes là dans l'émission Morning Meeting et non pas Good Morning CAC 40, donc je vais juste changer cela. Voilà, Morning Meeting de 11 heures, comme ça les choses sont plus claires. Commençons par le commencement, les banques centrales. Les banques centrales, ça fait plusieurs années qu'elles ont profondément modifié la façon dont les actifs se comportent sur les marchés financiers, pas seulement les paires de devises, mais aussi les marchés actions, les matières premières, les marchés de taux surtout, puisque les banques centrales achètent de la dette. Forcément, c'est probablement le marché qui est le plus perturbé par l'action des banques centrales. La semaine dernière, la Banque centrale du Canada nous a rappelé que l'action des banques centrales était décisive, puisque un certain nombre de paires en devises en dollars canadiens ont inscrit de nouveaux plus hauts, et nous avions notamment accompagné ensemble l'évolution du taux de change USD-CAD, qui reste fermement haussier, qui d'ailleurs est à nouveau soutenu ce matin par son premier support. Mais cette semaine, on va se concentrer sur 3 banques centrales, en réalité 2. La première, la Banque centrale d'Australie. Ça c'est mardi, pendant la nuit, donc la nuit prochaine à 3h30 du matin, les minutes de la RBA. La Banque centrale d'Australie qui a récemment abaissé ses taux, c'était la deuxième fois depuis le début de l'année, et un dollar australien qui reste sous pression, un taux de change AUD-USD qui recule, certes, avec d'ailleurs une majorité toujours écrasante de traders particuliers à l'achat. Donc ça c'est l'approche contrarienne. Les données de notre Speculative Sentiment Index, 2 fois par semaine, ils seront actualisés. Donc si vous n'êtes pas client chez FXM, vous avez quand même 2 fois par semaine un article sur notre site qui vous donne les informations. C'est mercredi 22 juillet qui sera la session de marché la plus importante sur le plan de la politique monétaire. Mercredi 22 juillet, pourquoi 2 banques centrales s'expriment. La Banque centrale d'Angleterre à 10h30, alors 10h30 heure de Paris. La livre sterling qui a donné tout au long du printemps des signaux techniques d'achat fermes portés par des fondamentaux britanniques solides. Mercredi à 10h30, nous allons savoir qui a voté pour une hausse des taux, qui a voté contre une hausse des taux. Bref, ce sera majeur pour savoir si cette banque centrale peut relever ses taux cette année. Et puis, bien sûr, une décision de politique monétaire cette semaine, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, alors qui suit de très près l'évolution des prix en Nouvelle-Zélande, notamment le prix du lait. Ça, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et cette décision de politique monétaire, elle est attendue à 23h, mercredi. Le dollar néo-zélandais qui reste une monnaie très faible sur le marché des changes ces dernières semaines, à travers notamment la hausse du GBP NZD ou la baisse du taux de change NZD-USD, sans surprise puisque la livre sterling et le dollar américain partagent sur le Forex, vous le savez, le statut de devise forte, en tout cas très en avance dans le cycle monétaire général. Alors, en ce qui concerne le DAX, je tiens donc à vous annoncer que les problèmes sur la place boursière Eurex ont été résolus. Il y avait donc plus de cotation sur les futurs, c'est désormais résolu, donc vous retrouvez une cotation normale, notamment sur le CFD FXM DAX, qui lui est directement branché au marché de futurs. Il n'y a pas de cotation inventée, c'est l'accès direct. Et donc, voilà, les problèmes sont résolus du côté de l'Eurex. Donc les banques centrales 3 cette semaine. Du côté des statistiques macroéconomiques, je dois l'admettre, ce n'est pas une semaine majeure, c'est un fait. Il n'y a pas de statistiques de premier plan. Il y a malgré tout des statistiques assez communes, mais qui
s'inscrivent dans la tendance générale de l'économie, de l'amélioration des fondamentaux aux États-Unis, et notamment les statistiques dans l'immobilier aux États-Unis. Pourquoi c'est important l'immobilier? Parce que c'est le premier secteur qui était entré en crise dès l'année 2006, avec un retournement violent du prix dans l'immobilier résidentiel aux États-Unis, ce qui avait en partie entraîné la crise financière avec les fameux subprimes. C'est donc ces actifs financiers dont la valeur était reposait essentiellement sur les prêts hypothécaires. Donc c'est des actifs financiers dont la valeur intrinsèque finalement reposait sur des prêts dont la garantie était une hypothèque. Et malheureusement les prix de l'immobilier ayant fortement chuté, bref, ça avait été un des points de départ, et c'est pour cette raison que les chiffres dans l'immobilier résidentiel sont surveillés de très près par la Réserve fédérale. Cela s'inscrit de toute façon dans l'étude de l'évolution générale du régime des prix. Donc ça c'est important. Ces derniers mois les chiffres sont bons. Si c'est le cas, cela renforcera à nouveau la dynamique haussière du dollar américain. Donc ça, si je devais choisir cette semaine les deux statistiques majeures, ce serait donc mercredi à 16 h et vendredi à 16 h. C'est pour cette raison que le programme Wall Street Insider, qui a donc pour objet de suivre les statistiques américaines majeures, sera branché mercredi et vendredi, organisé à 15h15, pour suivre ces statistiques de 16 h. Voilà donc pour l'introduction. Du côté du dossier grec, les banques grecques vont rouvrir aujourd'hui après 3 semaines de fermeture. La TVA est aujourd'hui augmentée en Grèce. Un nouveau vote va se tenir mercredi au Parlement grec, notamment donc sur les banques. Et ce sera donc très important, mais là ça concerne maintenant des éléments politiques internes à la Grèce qui est redevenue du bruit sur le marché. Alors, morning meeting de 11 h, panorama de tous les actifs, et on commence par les indices boursiers de la zone euro, notamment le CAC et le DAX, avec une construction technique parfaitement haussière sur les marchés actions de la zone euro. Laissez-moi simplement vous rappeler ce qui m'avait amené dès le début de la semaine dernière à défendre un point bas majeur. Il y a 2 semaines, un marteau hebdomadaire avec une mèche basse sur les précédents sommets de l'année 2014. Moi je vous invite tout simplement à étudier vos chandeliers hebdomadaires des principaux indices boursiers de la zone euro. C'était la première semaine de juillet d'ailleurs, avant même l'octroi d'un nouveau plan d'aide à la Grèce, que les investisseurs s'étaient repositionnés en faveur du risque. On voyait ça à travers l'analyse technique des principaux indices boursiers de la zone euro, mais sur le marché d'échange, on pouvait appréhender cette anticipation en pratiquant l'analyse chartiste sur le taux de change USD-Yen, qui est sur le Forex avec un grand L, baromètre du risque. Vous aviez d'ailleurs sur notre site un article qui revenait sur la corrélation positive forte entre la dynamique du taux de change USD-Yen et la tendance de l'indice S&P 500. Donc ça, ce sont des éléments qui se sont vérifiés et qui rappellent à quel point les marchés sont liés les uns aux autres. C'est l'approche intermarché. Et donc cette analyse technique conjointe des marchés actions et du taux de change USD-Yen permettait de bien comprendre, mais pas seulement, que les capitaux internationaux se repositionnaient dans le sens du risque. Alors, sans surprise, en terminologie japonaise, une configuration en marteau sur le CAC et le DAX et l'Eurostoxx 50 et le MIB et l'IBEX, c'était la semaine du 4 juillet, parfaitement confirmé la semaine dernière. L'objectif sur les indices boursiers de la zone euro, cet été, reste de revenir au contact des sommets annuels. L'été c'est long, l'été c'est jusqu'à mi-septembre, l'incertitude se trouve là et il va falloir donc affiner avec l'analyse technique intraday. Mais ma conviction est que ces marchés rejoindront leur sommet annuel. Alors maintenant je vais étudier les bougies intraday, notamment les chandeliers H4 et horaires du CAC puis du DAX. On va pouvoir vous proposer un suivi du DAX puisque les problèmes de la place Eurex sont résolus, les futurs, le marché des futurs refonctionne normalement, donc notre DAX peut à nouveau vous proposer des cotations qui dérivent directement de celles des marchés de futurs. Le CAC 40 c'est très simple, comme le DAX, enfin très simple façon de parler, c'est très lisible d'un point de vue de l'analyse technique. Les sommets du 26 juin ont été débordés à la faveur d'un trou de cotation. Je vous rappelle qu'il y a eu 3 gaps haussiers presque consécutifs en l'espace de 10 séances sur ces marchés actions de la zone euro. Le CAC a débordé la semaine dernière un niveau très important à 5095 points. Il évoluait dans un range à court terme entre 5115 et 5150. Il en sort par le haut. Je confirme donc la cible que je vous ai annoncée en milieu de semaine dernière.
5194 points sur le CAC, 5194 points sur le CAC. Et sur le DAX, je vais aller la chercher. Le DAX qui recote et qui donc rebondit sur le fort support des 11 630 points, les sommets du mois de juin. Ma cible de la semaine sur le DAX s'établit à 11 889. 11 889 points, une zone importante de la mi-mai 2015. Alors le DAX est en train de sortir, est déjà sorti par l'eau d'une configuration en drapeau, qu'on peut voir ici en utilisant les chandeliers horaires. À court terme, il teste les 11 795, c'est le niveau à suivre. 11 795 sur le DAX. Si ce marché franchit les 11 795, ce sera en effet pour rejoindre les 11 889. Donc, alors, voilà. Un instant s'il vous plaît, léger problème technique. Ok, donc voilà, ce sont les éléments à suivre pour le DAX. Donc moi, ce qui m'intéresse en swing trading, c'est tant que le marché se maintient au-dessus des 11 633 points, les précédents sommets du mois de juin, c'est haussier, sans souci. On rencontre donc là les 11 783 points. Il y a probablement un niveau qui peut être intéressant maintenant en tant que support, ce sont les 11 716. 11 716 pour un achat et donc viser les 11 889 points. Donc voilà, sur les marchés actions de la zone euro, tout se passe bien. Il y a aussi une façon d'appréhender ce marché, c'est la dynamique générale de l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50 qui sort aussi par le haut d'une configuration en drapeau, un micro-biseau ici en données H4. L'Eurostoxx 50 qui dépasse les sommets ici du mois de mai à 3700 points. Bon, c'est finalement, après coup, si on regarde la façon dont le marché s'est repris début juillet, c'est un énorme V-bottom sur les 3330 points. Là aussi, les précédents sommets l'année 2014. L'objectif sur l'Eurostoxx 50, c'est de remonter en direction des 3840. Donc de remonter en direction des sommets annuels, ce qui ramènera le DAX en direction des 12 000, voire davantage. Et ce, donc, je pense, d'ici la fin du mois de juillet. Voilà pour les marchés actions de la zone euro. Maintenant, je vais évoquer avec vous les paires majeures. Avant d'envisager les paires majeures, vous devez avoir un œil sur le positionnement du dollar américain. Il y a quelque chose qui doit vous aiguiller. La dynamique des métaux précieux. L'once d'or a cassé non seulement ses plus bas annuels, mais aussi les plus bas de l'année 2014. C'est un signal de vente majeur sur l'once d'or. Si l'once d'or casse son support majeur et donne un signal technique pour retomber en direction des 1000 $, horizon fin d'année, c'est que le marché envisage ou anticipe une appréciation supplémentaire du dollar américain. C'est tout ce que vous a prouvé la période d'incertitude liée au risque de Grexit qui a disparu, en tout cas lors des prochaines années, avec ce nouveau plan d'aide qui s'étale sur 3 ans. L'once d'or n'a pas été achetée par le marché. Au plus haut de la crise grecque, au plus haut du risque de sortie de la Grèce de la zone euro, l'once d'or baissait. Ce qui a pu surprendre un certain nombre d'entre vous, puisque globalement, selon les données de notre Speculative Sentiment Index, il y avait 80% d'acheteurs sur l'once d'or, visiblement qui étaient vus comme un actif refuge. Or, pour toutes les bonnes raisons fondamentales, les gérants, les professionnels, ceux qui drainent les capitaux les plus lourds sur les marchés financiers, se fichent complètement de l'once d'or pour se couvrir contre le risque. Ils sont allés un peu sur le yen, mais surtout sur les marchés obligataires des pays les plus solides. Ils ont acheté du Bund par exemple, mais ils n'ont pas acheté d'or. Parce que l'or ne rapporte rien. Et eux, ce qu'ils veulent, les gérants, c'est à la fin de l'année pouvoir donner leur performance par rapport au benchmark, et ce sont souvent les grands indices boursiers de la zone euro. Alors forcément, aucun intérêt d'aller sur l'once d'or. Et d'autant plus, le dollar américain se renchérit, ce qui exerce de manière générale une pression sur le prix de toutes les matières premières. Et notamment celles qui ne rémunèrent pas autrement que par leur prix. Et c'est notamment l'once d'or. Donc l'once d'or casse ses plus bas de l'année et casse ses plus bas de l'année 2014. C'est un signal de vente. Première résistance désormais entre 1130 et 1142 $. Alors moi, mon raisonnement, c'est le suivant.
Lorsque j'observe ces signaux baissiers sur le métal jaune, j'ai toujours envie d'accorder toute ma confiance à la dynamique positive du dollar américain. À court terme, le dollar américain rencontre une résistance intermédiaire, mais je pense toujours que le dollar US, ici vous avez sous les yeux les chandeliers du Dow Jones FXM Dollar Index, pourra remonter en direction de ses sommets annuels à 12 149 points. Je continue donc de défendre l'appréciation du dollar américain. Il évolue dans ce canal avec un angle de 45 degrés. Il rencontre ici cette résistance à 12 043 points. Je pense qu'elle sera débordée. Reste qu'en termes de timing, on est loin de la partie basse du canal. Mais malgré tout, il y a ici un niveau de support horizontal qui moi m'intéresse. Et je pense donc que le dollar US dépassera cette résistance. À la faveur de quoi? Eh bien, si je jette à nouveau un œil au calendrier économique, on constate que la prochaine statistique macroéconomique majeure aux États-Unis, c'est mercredi, les ventes de logements anciens et l'indice FHFA des prix des logements. L'agenda, la semaine fondamentale aux États-Unis, on va dire que concrètement, du point de vue des statistiques, elle s'ouvre essentiellement à partir de mercredi. Et ça, c'est vraiment l'élément statistique le plus important qu'il faut surveiller. Alors, l'once d'or qui casse son plus bas, le dollar américain qui reste fort, qu'en est-il des paires majeures? Les paires majeures qui croisent face au dollar américain. Le taux de change euro-dollar a tenu ce matin un support que je vous expliquais être décisif, les 1,0820 $. Mais c'est probablement un rebond intermédiaire. Le risque pour le taux de change euro-dollar, c'est de casser le support des 1,0820. Les 1,0820 ici et ici, cette ligne bleue, qui correspondent à la ligne de coup d'un double top potentiel sous les 1,1450 $. Autant vous dire que si le taux de change euro-dollar casse les 1,0820, c'est pour retomber en direction des 1,05 $. À très court terme, le tout premier niveau, c'est cette résistance à 1,0856. Alors, je vais retirer ça, on y verra plus clair. Cet après-midi, en plus, la Banque Centrale Européenne, elle donne ses chiffres. Elle va probablement indiquer qu'elle a à nouveau acheté beaucoup de titres souverains. Je pense que la Banque Centrale Européenne aura à nouveau acheté beaucoup de titres de dette publique. L'impact peut être la cassure du support sur le taux de change euro-dollar. La première résistance est donc en train d'agir, 1,0856. Je n'anticiperai pas la cassure des 1,0820. Parce que je suis en train de vous dire... Alors, en plus, regardez, vous aviez ici une divergence baissière cachée. L'indicateur technique RSI fait un nouveau sommet qui n'est pas confirmé par les prix. Les divergences cachées se traitent dans le sens de la tendance. Je vous parle demain à 18 h dans un webinaire à 18 h, donc mardi, de l'indicateur technique RSI. L'idée c'est quoi? C'est que maintenant le taux de change euro-dollar s'inscrit dans ce range entre 1,0820 et 1,0860 pour arrondir. Le risque c'est d'en sortir par le bas, à la faveur de nouveaux plus hauts sur le dollar américain en amont de statistiques immobilières qui sont attendues solides. Alors ça c'est le taux de change euro-dollar, la dynamique baissière elle est bien lisible. Autre façon assez direct de se positionner sur le dollar américain, c'est le taux de change USD-CAD. Le taux de change USD-CAD, c'est deux éléments. C'est à la fois la force du dollar US et surtout la faiblesse du dollar canadien. Je vous rappelle que la semaine dernière, la Banque centrale du Canada a réalisé une baisse surprise de ses taux d'intérêt. Elle s'aligne sur le cycle monétaire américain. Alors, ça pouvait surprendre certains participants. Pourquoi la Banque centrale du Canada baisse ses taux alors que la Réserve fédérale devrait monter les siens? Je vous rappelle que, encore au début de l'année, le taux principal de la Banque centrale du Canada c'était 1%, celui de la Réserve fédérale 0,25. C'est donc juste un ajustement de la politique monétaire du Canada parce que cette dernière, il y a un an, n'anticipait pas la chute du prix des matières premières. Et la chute du prix des matières premières a eu lieu, notamment du pétrole. À très court terme, l'USD-CAD tient son premier support à 1,2950. Je confirme pour cet été,
ma cible à 1,3060. Comment est-ce que je trouve la cible à 1,3060 sur l'USD CAD? Je vous invite à basculer sur les bougies japonaises en données hebdomadaires. Il s'agit des plus hauts de ce marché au dernier trimestre 2008 et des sommets de marché au premier trimestre 2009. C'est haussier, on en comprend les déterminants fondamentaux, l'analyse technique donne un message qui est limpide. On peut enfin ajouter d'autres outils, notamment le Speculative Sentiment Index de FXCM. Dans toute la hausse sur l'USDK depuis un mois, le pourcentage des acheteurs n'a cessé de se renforcer. L'approche contrarienne des marchés financiers, c'est une des disciplines de l'analyse technique des marchés financiers. Les supports agissent et le tout premier support ce matin agit à 1,2950. Donc le fait de constater la première résistance de l'euro-dollar produire un effet baissier et le premier support de l'USD CAD produire un effet haussier, je vous pose la question, quel est le point commun? La première résistance de l'euro-dollar agit, le premier support de l'USD CAD agit. Quel est le point commun? Le point commun, il est ici, il est sous vos yeux. L'US dollar index selon FXCM et Dow Jones. La tendance haussière du dollar américain, portée par des bons fondamentaux microéconomiques. La profitabilité des entreprises américaines au troisième trimestre, elle est solide, en tout cas selon les 100 premières entreprises qui ont publié leurs résultats. La macroéconomie américaine, elle est solide. Regardez l'évolution générale des prix mesurée par l'indice des prix à la consommation, publié vendredi dernier aux États-Unis. Nous sommes à 0,2 points de l'objectif de la Réserve fédérale. Bref, il y a toujours les bonnes raisons techniques et fondamentales de se maintenir à l'achat sur le dollar américain. Le taux de change USD-Yen, là aussi, la construction technique est limpide, mais surtout l'USD-Yen doit essentiellement vous rassurer si vous êtes à l'achat sur les marchés actions. Parce que l'USD-Yen est probablement le dernier taux de change qui a un rapport au risque assez marqué. Lorsque le marché est en mode risk-on, l'attrait pour le risque. Le risque sur les marchés financiers, pour simplifier, ce sont les actions. La dynamique positive du taux de change USD-Yen est sans appel. En données 4 heures, le marché a construit mi-juillet une structure en épaule, tête, épaule inversée, avec la cassure de la ligne de coup à 122,90, un pullback le 14 juillet. Je vous ai proposé ici une extension de Fibonacci qui propose une cible, 124,38. Depuis lundi dernier, je n'ai que ce mot à la bouche sur l'USD-Yen, 124,38. Autant vous dire que les 124,38, ils sont faits et ils sont faits aujourd'hui. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Si on envisage de voir les marchés actions européens tendre vers leur sommet annuel, on peut probablement avoir le même raisonnement sur le taux de change USD-Yen. Je n'anticiperai pas la cassure d'une résistance, mais j'ai quand même le sentiment que la résistance des 124,38 pourrait être débordée cette semaine. Et si c'est le cas, voir le taux de change USD-Yen prolongé en direction des 125 yens. Donc le point commun entre l'euro-dollar qui baisse, l'USD-CAD qui monte et l'USD-Yen qui monte, c'est la dynamique générale du dollar américain. Alors maintenant le câble. Le câble, c'est très différent, c'est moins en tendance, un espèce de canal à faible pente, peu lisible sur le plan d'analyse technique. Il est probable que la livre sterling soit volatile cette semaine, notamment parce que, vous le savez, mercredi prochain à 10h30, nous prendrons connaissance du compte-rendu de la Banque d'Angleterre, un document qui nous dira qui, lors de la dernière réunion de la Banque d'Angleterre, parmi les 9 membres du comité exécutif, a décidé de maintenir les taux, de voter pour une hausse des taux ou une baisse des taux. On aura les noms et les chiffres, quoi. Elle n'est pas évidente, le GBP-USD, parce qu'elle est moins en tendance. On a un canal de progression depuis la mi-mai à faible pente, un pivot à 1,5550. Sur le très court terme, un range ici entre 1,5550 et 1,5675. Le marché revient au contact de la partie basse du range. Le dollar américain continue quand même d'imprimer sa force. C'est pas évident de se positionner dessus. Peut-on à nouveau exploiter les 1,5550 ? Pourquoi pas, mais ce qui est difficile sur le câble, c'est que ces deux monnaies sont globalement fortes.
mieux vaut finalement étudier la livre sterling face à d'autres monnaies. Et je vais en parler de la livre sterling, laissez-moi finir avec les paires majeures. Sur le NZD-USD, le marché envisage cette semaine une baisse des taux de la RBNZ. Je considère toujours sur le NZD-USD que les 0,66-20 dollars peuvent être considérés comme la première résistance permettant d'adopter une stratégie de vente. Alors la livre sterling. La livre sterling, je vais vous en parler et je vais notamment étudier le GBP CAD. Pourquoi est-ce que la livre sterling pourrait être sous pression avant la Banque d'Angleterre? Parce qu'elle a déjà beaucoup monté. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. À court terme, on casse des supports sur la livre sterling. Il y avait notamment sur le GBP CAD une belle divergence négative ici. Je pense que le GBP CAD peut au moins se replier en direction des 2,01, cette ligne de tendance. À court terme, il faut se tenir à l'écart des achats de livres sterling. C'est globalement ce que nous enseigne l'analyse technique, avec un retour à envisager en direction des 2,0125. On a un rebond technique du taux de change euro-GBP en direction de sa première résistance. Par contre, sur l'euro-GBP, je pense qu'on peut shorter les 0,7013. C'est la première résistance horizontale. Les 0,7013, ce niveau, il faut vraiment le surveiller cette semaine pour vendre l'euro-GBP. Idem pour le GBP AUD, c'est fortement haussier, mais on reste quand même collé dans la partie haute du canal haussier. À un moment ou à un autre, il va falloir qu'on revienne dans la partie basse du canal, ou au moins sur un support horizontal. Le premier support horizontal sur le GBP AUD, c'est 2,10. Donc là aussi, je pense que ce marché peut se replier en direction des 2,10. Idem pour le GBP NZD, qui fait un pullback sur les 2,3475. Probablement même ce niveau, les 2,3415. Donc, à court terme, l'étude de toutes ces paires en livres sterling montre qu'elle peut se déprécier un peu. Et sur le GBP NZD, moi c'est ce canal, regardez le canal qui fonctionne bien. Moi c'est clairement ce canal ici qui m'intéresse. Donc on verra bien, mais il est possible que sur le GBP NZD, on puisse aussi d'ailleurs étudier le 50% de retracement de la dernière jambe de hausse. S'il y avait un niveau de support que j'identifierais en avance pour envisager quelque chose, c'est ce niveau-là, les 2,3360, 2,34. Un niveau horizontal ici important donc sur le taux de change GBP NZD. Elle est importante cette paire de devises cette semaine parce qu'on a à la fois une décision de politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande et en plus les minutes de la Banque d'Angleterre. Et le pire, c'est que ces deux événements ont lieu le même jour, 10h30 et 23h, heure de Paris. Autant vous dire que le GBP NZD, mercredi, c'est sa journée. Donc je pense qu'on peut chercher à patienter un retour sur ce niveau horizontal pour envisager des achats dans le sens de la tendance. Vraiment pour l'euro-dollar, le risque c'est de casser les 1,0820. Il y a dans les 1,0820 des implications qui sont très importantes. Pour l'instant, le niveau il a tenu ce matin, il peut encore tenir, mais faites très attention. La première résistance a quand même violemment agi sur le taux de change euro-dollar. Alors sur l'once d'or, écoutez, le breakout, il est là. Je vais vous montrer les dernières bougies japonaises hebdomadaires de l'once d'or. Alors celle-ci compte pas, puisqu'elle n'a pas clôturé. Alors plutôt les dernières bougies journalières, pardon. Forcément il y a de la vol, puisque là on a basculé sous les plus bas de 2014. Il y a eu donc probablement des ordres stop de protection qui ont sauté et qui ont créé ce décalage. Dans tous les cas, on peut considérer sur le métal jaune que les 1130-1142 dollars sont désormais la première résistance pour envisager une vente et viser à terme les 1000 dollars. Car au fond, l'once d'or, on pourrait même avoir l'impression qu'il est en train de casser la ligne de coup d'une structure de continuation en épaule, tête, épaule. C'est rare, mais c'était décisif les 1130 dollars. Donc là, à court terme, le marché semble faire une reprise technique. Mais franchement, nous avons dans cette zone de prix, si le marché là, y retourne, entre 1130 et 1142, une zone de vente sur le métal jaune. Alors,
je remets tous ces marchés. Le CAC, direction 5194, je confirme. Le DAX, cette semaine, 11 889, je confirme. L'argent métal. Alors l'argent, je vais vous en parler de l'argent métal. C'est comme l'once d'or, sauf que c'est mieux construit techniquement. Canal de baisse depuis la mi-mai. Le niveau majeur, c'était les 15,27. La cassure des 15,27, les plus bas de l'année 2015, ouvrait la voie des plus bas de l'année 2014. On évolue dans ce canal. À court terme, on peut faire éventuellement une petite reprise technique, mais ce marché est toujours dans une dynamique de baisse. Le niveau horizontal est quand même plus propre sur le métal jaune. Voilà, salut SDCAD, je vous ai montré. Le pétrole. Alors, le pétrole se stabilise. Il y a l'amorce d'une contradiction positive de momentum. Alors ça signifie quoi? Que le marché se stabilisera dans un range, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Voilà, on est dans un range. Moi, mon sentiment, c'est que tant qu'on se maintient sous les 54 $, le risque, c'est la baisse. Je vous rappelle qu'en données journalières, on est resté bien positionné sous cette ligne de tendance. Sur l'US Oil, il y a maintenant un nouveau contrat. Chez FXM. Il est vrai ici qu'on a une légère dive, mais je pense que cela se traduira peut-être simplement par le maintien du range. Moi, je considère toujours que sous les 54 $, il faut chercher à identifier les résistances pour viser 50 et 47 $. Bon, on a une div par contre. Donc à court terme, ça peut se neutraliser. On n'a pas vraiment... On voit que la première résistance n'agit pas, mais c'est normal, il y a une div. Éventuellement, j'aurais tendance à dire que les 52 peuvent être une résistance. Alors, il y a peut-être une hypothèse qu'on peut envisager à travers cette div, c'est qu'elle ne soit la traduction que du changement de rythme. Je vais voir si je peux vous proposer un petit canal de baisse à faible pente, ce qui pourrait finalement être le nouveau cadre du prix du pétrole sur le marché. Et on peut en effet envisager ce type de canal à faible pente. Et c'est donc pourquoi on a ces deux creux ascendants ici sur l'indicateur technique RSI. On passe d'une phase de baisse avec un angle de 75 degrés à un canal à très très faible pente. On peut envisager qu'il s'agisse ici du nouveau cadre, mais qu'à terme, je pense toujours qu'on peut se replier en direction des 47. Ce qui signifie que pour finalement adopter une stratégie de vente, c'est d'exploiter un retour dans le haut de canal. Bon. La div invite en tout cas, nous alerte sur le fait que la baisse verticale, c'est probablement derrière nous. Mais ça n'indique pas que la baisse est finie, au contraire. Alors, le Bund. Le Bund, chaque lundi, c'est important, parce que chaque lundi, la banque Eurosystème nous indique quels titres de dette les banques centrales au sein de la zone euro ont acheté et à quelle ampleur. Le Bund, il est acheté par la Bundesbank. Le contrat Bund évolue dans un triangle symétrique. Ici, vous voyez, en données H4, c'est propre. On est en plein milieu. Moi, mon sentiment, c'est que ce marché peut toujours remonter en direction ici de ces sommets. C'est pas hyper limpide. Je vais juste jeter un œil au chandelier horaire. Alors, attendez, déjà, juste un œil. Voilà, je pense qu'on peut avoir cette construction technique. Donc, je ne serais pas surpris finalement que... De manière générale, on s'est stabilisé. On s'est stabilisé au-dessus de cette ligne de tendance. À terme, je pense qu'avec les achats de la BCE, on peut réenvisager de monter en direction des 153,50, voire des 155. Mais au fond, ça ne me choquerait pas que ça reste assez neutre lors des prochains mois. Pourquoi? Parce que c'est deux choses le Bund. Il y a d'une part les achats d'Eurosystème, qui maintiennent les taux obligataires à un niveau bas, mais le fait aussi que les nouvelles anticipations macroéconomiques pour la zone euro s'accélèrent, par contre, c'est un facteur de force pour les taux obligataires, et donc de baisse pour le prix des obligations d'État. Ça peut maintenir le statu quo. Donc au final, là où je vois de la tendance, ça reste sur le FX, et notamment l'USD CAD, c'est propre, le premier support agit à chaque fois.
c'est impeccable. Alors, si le CAC atteint 5194, comme je pense que cela sera le cas, peut-on dépasser les 5194? Oui, on le peut. Reste que, il faut donner le signal. Un signal, c'est quoi? C'est ce qu'a donné le CAC ce matin en cassant les 5150, par exemple. Ou encore le DAX en sortant par le haut du drapeau. Est-ce que le DAX peut dépasser les 11 795? La réponse est oui. Le DAX peut dépasser les 11 795. Si l'on en croit l'analyse chartiste, si on est sorti par le haut ici d'un drapeau, je vais en calculer la cible théorique. Avec les expansions de Fibonacci, j'attrape la jambe de hausse avant l'entrée dans le drapeau, au point bas du drapeau. J'étudie deux sarriettes, le 0,618 et le 1. Alors, hop, ce qui me donne, je vous donne les cibles. 11 840, 11 889 et 11 960. Eh bien, ces trois cibles, je les vise cette semaine. 11 841, 11 889 et 11 960. Le garant de la dynamique haussière, c'est le support à 11 630 points. Les précédents sommets du mois de juin. Voilà, c'est le décortiquage. Alors bonjour Renato, vous souhaitez avoir une analyse de l'ITA 40? Eh bien, je vais répondre à votre question plus franchement. Alors, les marchés actions du sud de l'Europe se reprennent plus que jamais sous la forme de V-bottom. C'est pas une surprise. Les taux obligataires dans ces pays ont été sous pression. La résolution du dossier grec relance ces marchés. Que peut-on envisager sur le MIB? Forcément, de nouveaux plus hauts. Regardez la reprise en V-bottom. On est en train en plus là de casser les sommets du mois d'avril. Donc le MIB est déjà en train de casser ses sommets de l'année. Alors par contre, il y a un niveau majeur ici sur le MIB. Les sommets de l'année 2009. Mais mon sentiment, c'est qu'on va aller les chercher. Donc, voici l'analyse technique que je vais maintenant vous proposer sur l'ITA 40. On a donné un signal en brisant cette oblique de résistance. Je vais la tracer. Donc on donne un signal d'achat ce matin sur le MIB, sur l'ITA 40, pardon. Regardez, cassure de cette oblique, je l'ajuste. Voilà. Et c'est propre. Donc, je vise 24 555. Et j'ai ici un premier support à 23 867. Donc c'est beau. Franchement, c'est beau et c'est haussier. Puis lorsqu'on voit cette structure, puissante structure de reprise, là, bon voilà. Donc en effet, 24 555 en target, avec donc un premier support à 11 867, à 23 867. Alors, je poste tous les commentaires. Alors, quel objectif? Écoutez, moi, c'est simple. Sur le DAX, ça va être très très simple. Je vais vous donner un chiffre et une durée. Donc, 11 841 points avant mercredi soir. Ce sera mon anticipation et elle sera stable. Bon, je m'accorde un peu de temps, je me donne 2 jours. 2 jours pour que le drapeau produise son effet. La barrière à franchir, c'est les 11 795. C'est une résistance, le marché la teste. Qu'est-ce qui me permet d'envisager le débordement des 11 795? L'Eurostock 50 a dépassé l'équivalent, l'ITA 40 a dépassé l'équivalent, le CAC a dépassé l'équivalent, l'IBEX a dépassé l'équivalent. Alors je me dis que le DAX pourrait lui aussi finir par dépasser les 11 795. Donc 11 841
Pour une stratégie intraday, attention, vous êtes sous une résistance. Le premier support se trouve à 11 716. C'est ce niveau-là, horizontal, à l'aide des données horaires. Alors pour le SSI, donc vous êtes content, ce sera 2 fois par semaine. Donc le prochain article, ce sera demain. Les résultats d'Apple, c'est demain matin, j'en parlerai à ce moment-là, d'Apple. Les indices boursiers, les bulles dynamiques, c'est l'ITA 40, hein. De toute façon, c'est juste le plus bullish, quoi. Il est assez impressionnant, sa force, celui-là. Ça, c'est assez impressionnant. Alors, les marchés actions US cet après-midi dans le Wall Street Insider, ce sera le DAX, le Nasdaq 100, le SP500 et le Dow. Tout à fait pour l'euro-dollar, Jérôme, hein, c'est baissier, hein, sous résistance, le SD4 sur support. Bon, bah voilà, écoutez, hein, c'est tout simplement propre. Voilà. Bah écoutez, il est 11h42, 45 minutes de morning meeting de 11h, c'est terminé. D'autres questions, j'y réponds à 15h15 dans le programme Wall Street Insider. Donc gardez-les, les questions, ne les oubliez pas, puis revenez donc à partir de 15h15 pour les poser à nouveau, ou sinon dans le forum naturellement. Dites-vous bien que le forum va être hyper dynamique. Nos analystes Sylvain et Yoav vont couvrir toutes les sections. Même des paires croisées, mineures. Comptez sur nous, postez, partagez vos articles, posez des questions, nous réagirons hyper rapidement et pas seulement dans les sections euro-dollar, CAC, taxes, mais toutes les sections. Donc allez-y, si vous avez une question sur l'euro AUD, vous la laissez dans le forum et elle aura une réponse. Voilà, merci donc d'avoir été attentive et attentif. Prochaine émission avec Sylvain le 13h des Day Traders. Et d'ici là, donc bon appétit et à tout à l'heure.